Le silence est habituellement un signe de luxe, mais dans la salle à manger principale du Kensington Grill cette nuit-là, le silence était un cri attendant d'arriver. Une assiette se brisa contre le sol de marbre italien importé, le son résonnant comme un coup de feu. Ce n'était pas un accident. Le milliardaire dans la banquette de coin, un homme dont la valeur nette pourrait acheter tout le pâté de maison, venait de renvoyer son troisième serveur en 20 minutes. Le personnel tremblait. Le gérant hyperventilait. Personne ne pouvait s'approcher assez pour verser de l'eau sans être verbalement décimé. Ils pensaient que la nuit était finie. Ils pensaient que la réputation du restaurant était détruite. Mais ils ne savaient pas que la fille silencieuse, polissant des verres dans la station arrière, détenait un secret qui était sur le point de renverser la dynamique de pouvoir de toute la pièce. La pluie s'abattait contre les fenêtres du sol au plafond du Kensington Grill, un des établissements de restauration les plus exclusifs de Londres. À l'intérieur, l'air était à température contrôlée, parfumé au thé blanc et à l'anxiété. Ce soir, l'anxiété était palpable. Preston Galloway, le gérant de salle du restaurant, essuya une goutte de sueur de sa ligne de cheveux reculante. Il ajusta sa cravate en soie, bien qu'elle fût déjà parfaitement droite. Il ressemblait à un homme debout sur la potence. Ses yeux se posèrent sur la banquette de coin privé, table 1, où la source de sa misère était assise. Victor Fulcoff, le nom seul suffisait à faire chuter le marché boursier de quelques points. Un oligarque d'une influence immense et terrifiante, Fulov contrôlait les voies maritimes dans la Baltique et les réseaux énergétiques en Europe de l'Est. C'était un homme qui ne faisait pas que déplacer de l'argent, il déplaçait des gouvernements. Et en ce moment, il fixait son apéritif, un tartare de thon parfaitement dressé avec des copeaux de truffes avec le regard d'un homme qui venait d'être insulté. « Ordure !» gronda Falk. Le mot était bas, lourd et revêtu d'un accent épais et impénétrable. D'un revers de poignet, il repoussa l'assiette. Elle glissa sur la nappe blanche, vacillant dangereusement sur le bord. « Dégagez-la de ma vue. » Volkov aboya sur Thomas, le serveur senior qui travaillait au Kensington depuis 15 ans. Thomas, habituellement imperturbable, tremblait. « Monsieur, y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec la truffe? Je peux te demander au chef Ramsay. » Je n'ai pas demandé d'excuses. Volkov claqua sa main sur la table. Les couverts sautèrent. J'ai demandé du service. Cet endroit, c'est une blague pathétique. Thomas recula, pâle et vaincu. Il courut pratiquement vers la station de service où le reste du personnel était blotti comme des moutons pendant un orage. « Je ne peux pas y retourner », murmura Thomas, sa voix se brisant. Il m'a dit que si je lui parlais anglais une fois de plus avec cet accent paysan, il achèterait le bâtiment et me virerait personnellement. Preston Galloway siffla. « Thomas, ressaisis-toi. La note de cet homme va couvrir nos frais généraux pour le mois. Il a commandé le Petrus 1942. Nous avons besoin de quelqu'un pour le verser. »« Vas-y, Preston, » dit Lucas le barman, polissant un verre nerveusement. Preston ricana. « Je suis la direction, je supervise. Je ne verse pas. » La vérité était, Preston était terrifié. Il avait essayé de saluer Fulov il y a 20 minutes, et on lui avait dit que son eau de Cologne sentait le désespoir bon marché. Dans l'ombre de la station de service, presque invisible derrière une pile de linge propre, se tenait Simon Carter. Simon avait 24 ans avec des cheveux bruns, un désordre attaché en un chignon sévère que le code vestimentaire exigeait. Elle n'était pas une serveuse senior. Elle n'était même pas une serveuse de salle. Elle était une coureuse et une débarrasseuse. Son travail était de porter des plateaux lourds, de polir l'argent jusqu'à ce que ses doigts saignent et de rester entièrement invisible. Elle était le fantôme de la machine. Elle regardait le chaos se dérouler avec des yeux fatigués et observateurs. Elle avait besoin de ce travail. Son loyer dans la banlieue de Hackney était en retard et les factures médicales de sa mère s'accumulaient sur le comptoir de la cuisine comme des congères. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce service.
Et si Vulov s'en allait furieux, Preston licencierait probablement tout le monde dans un accès de rage. « Nous avons besoin d'un sacrifice », marmonna Preston, ses yeux scrutant le personnel terrifié. Il avait besoin de quelqu'un qu'il pourrait blâmer si les choses tournaient mal. Quelqu'un d'expendable. Ses yeux se posèrent sur Simone. « Toi », claqua Preston, pointant un doigt manucuré sur elle. Simone se figea. « Miss, monsieur? »« Oui, Carter. »« Tu prends la carafe. Va verser le vin. »« Mais monsieur, » bégaya Simone, serrant son chiffon de polissage. « Je ne suis pas autorisé à servir le vin. Je suis une coureuse. Je n'ai pas encore fait le cours plus odorant. Je me fiche si tu n'as pas fait un cours en respiration. » Preston siffla, attrapant la lourde carafe en cristal de Petrus 1982 et la lui fourrant dans les mains. « Toutes les autres ont échoué. S'il te crie dessus alors que tu n'es qu'une débarrasseuse, cela ne se reflète pas sur le personnel senior. Maintenant, vas-y. Si tu en verses une goutte, ne te donne pas la peine de revenir demain. » L'injustice de cela lui brûlait la poitrine, mais le poids de la carafe en cristal la rattachait au sol. Elle regarda le liquide rouge foncé tourbillonnant à l'intérieur. Il valait plus que la voiture de son père. « Vas-y. » Preston lui poussa l'épaule. Simone prit d'une inspiration. Elle lissa le devant de son tablier noir, où elle garda la tête baissée. Elle sortit de la sécurité de la station de service et entra dans la salle. Le restaurant était étrangement silencieux. Les autres convives faisaient semblant de manger, mais tout le monde observait la table, un du coin de l'œil. Ils regardaient l'exécution. Simone s'approcha de la table. Volkov regardait par la fenêtre, son profil aiguisé et en colère. Il ressemblait à une statue taillée dans le granit. Il parlait dans un téléphone, un flot rapide de mots agressifs avant de raccrocher et de claquer l'appareil sur la table. Il sentit sa présence et se tourna. Ses yeux étaient d'un bleu glace froid. « Qu'est-ce que c'est ?» grogna-t-il, ne regardant pas son visage, mais la carafe. « Un autre enfant incompétent pour renverser du vin sur mon costume. » Simone ne trembla pas. Elle avait grandi dans une maison où crier était courant, où marcher sur des œufs était une compétence de survie, mais plus important encore, elle entendit quelque chose dans sa voix. Il avait parlé anglais au personnel, un anglais cassé et agressif. Mais quand il était au téléphone juste avant, et quand il marmonnait sous son souffle, il ne parlait pas russe. Tout le monde supposait qu'il était russe à cause de son nom et des reportages de presse. Mais l'oreille de Simone, entraînée par une enfance bien plus compliquée que sa position actuelle ne le suggérait, capta une nuance. L'inflexion était différente. Les voyelles étaient plus dures. Ce n'était pas du russe, c'était du serbe, spécifiquement un dialecte des montagnes rurales près de la frontière du Monténégro. Elle fit un pas en avant. Elle ne versa plus encore le vin. « Éloignez-vous !» Falk agita sa main dans l'air. « Je pars. » Cet endroit est plein d'idiots qui ne comprennent pas ce que je veux. Preston Galloway observait depuis l'ombre, un regard suffisant sur son visage, prêt à intervenir et à renvoyer Simone dès que le mania exploserait. Simone prit un risque. C'était un risque énorme qui pourrait mettre fin à sa carrière. Elle arrêta de bouger. Elle se tint droite, abandonnant la posture soumise d'une serveuse. Elle regarda Victor Vulov directement dans les yeux. Le silence à table s'étira pendant 3 secondes, mais cela lui sembla 1 heure. Puis Simone parla. Elle ne parla pas dans l'anglais de la reine. Elle n'utilisa pas le français poli et scripté de la gastronomie. « Monsieur, le vin a besoin de respirer. Si vous partez maintenant, vous insulterez les raisins, pas le gérant. » Les mots restèrent en suspendus dans l'air. Victor Volokov se figea. Sa main, à mi-chemin pour attraper son téléphone afin d'appeler son équipe de sécurité, s'arrêta en l'air. L'expression de son visage passa de la rage à un choc absolu. C'était comme si quelqu'un l'avait giflé, mais avec une plume. Il tourna lentement la tête, regardant Simone pour la première fois, la regardant vraiment. Il vit le col effiloché de sa chemise, les yeux fatigués, les chaussures bon marché. Mais il entendit aussi la cadence parfaite et sans défaut de sa maison d'enfance.
Cositi, qui êtes-vous? Murmura-t-il, sa voix baissant d'une octave. L'agression s'échappa de sa posture, remplacée par une intense curiosité. Simone ne rompit pas le contact visuel. Elle versa le vin. Sa main était aussi ferme qu'un rocher. Le liquide rouge foncé s'écoula en ruban dans le verre, atteignant le niveau parfait. Elle donna à la bouteille une légère torsion, le tour professionnel, pour éviter une goutte. « Semco, je suis juste quelqu'un qui sait que Petrus ne tolère pas le bruit, » répondit-elle en serbe, gardant son ton respectueux, mais ferme. Volkov la fixa, puis un son éclata de sa poitrine. C'était un aboiement, court et fort. Preston Galloway, observant depuis la station, tressaillit. « Ça y est, pensa-t-il, il va lui jeter le verre. » Mais Fulov ne criait pas. Il riait. C'était un rire rouillé, sec, le rire d'un homme qui n'avait rien trouvé d'amusant depuis très longtemps. « Elle dit la vérité, » rugit Fulov en anglais, assez fort pour que toute la pièce l'entende, claquant à nouveau sa main sur la table, mais cette fois avec délice. Elle dit « Je crie trop pour le vin. » Il regarda Simone, ses yeux pétillants d'une intelligence soudaine et dangereuse. Il repassa au Serbe. « Où as-tu appris cela? Tu es une fille britannique. Tu ressembles à une souris de Londres. Comment parles-tu la langue des montagnes de Conagora? » Simone serra la carafe contre sa poitrine. C'était de la partie dangereuse. La vérité était douloureuse. La vérité était la raison pour laquelle elle était serveuse et ne terminait pas sa maîtrise. « Mon père, dit-elle doucement dans sa langue, il était stationné à Belgrade dans les années 90. Nous avons vécu à la campagne pendant le cessez-le-feu. J'ai appris à parler avant d'apprendre à écrire l'anglais. Ma nounou était de Nixik. » Le visage de Fogg s'adoucit. Une ombre passa sur ses yeux. Un éclair de nostalgie mêlé de douleur. « Nix, murmura-t-il. Je n'y suis pas retourné depuis 20 ans. » Il fit un geste vers la chaise vide en face de lui. « Asseyez-vous, » ordonna-t-il en anglais. Simone hésita. « Monsieur, je ne peux pas. Je suis en service. » Le gérant. Volkov tourna la tête vers la station de service. Il aperçut Preston Galloway se cachant derrière une plante de palmier décorative. Fulov leva un doigt et lui fit signe de venir. Preston redressa sa veste et se précipita. Un sourire plaqué sur son visage qui ressemblait plus à une grimace. « Monsieur Volkov, je m'excuse si la fille a dérangé. »« Taisez-vous, » dit calmement Fulov. « Apportez-lui un verre. Elle boit avec moi. » Preston cligna des yeux. « Je vous demande pardon. Elle est du personnel. C'est strictement contraire au protocole pour le personnel de... » Fulov ne cria pas cette fois-ci. Il se pencha juste en avant, sa voix tombant à un murmure terrifiant. « J'achète la bouteille. Je possède le liquide à l'intérieur. Si je veux le verser dans la plante, je le ferai. Si je veux le verser pour cette jeune femme qui est la seule personne dans cette ville avec un cerveau, je le ferai. Apportez le verre où j'achète ce restaurant et le transforme en parking. » Preston devint d'une pâleur généralement réservée aux poissons morts. Tout de suite, M. Fulov, immédiatement, il s'éloigna en courant. Simone sentit les yeux de chaque membre du personnel sur son dos. Elle savait ce que cela signifiait. Elle enfreignait toutes les règles, mais elle savait aussi que refuser Volkov maintenant serait plus dangereux que lui obéir. Elle s'assit sur le bord de la chaise en velours. Preston revint avec un verre, sa main tremblant alors qu'il le posait. Il lança à Simone un regard de pur venin, un regard qui promettait des représailles dès que l'invité serait parti. Simone l'ignora. Fulov lui versa le vin lui-même. « Santé, dit-il, levant son verre. « Zivi, zivi, répondit Simone. Elle burent. C'était le meilleur vin qu'elle ait jamais goûté, complexe, terreux, au goût d'histoire et d'argent. « Alors, dit Falk, se penchant en arrière et l'étudiant, « vous êtes Simone et vous vous cachez. » Simone s'étouffa légèrement avec le vin. « Je ne me cache pas, monsieur. Je travaille. »« Non. » Fulov secoua la tête. « Je connais des gens qui se cachent. Je me suis caché pendant la moitié de ma vie, même sous les projecteurs. »
Vous avez les mains d'une travailleuse, mais la voix d'une femme instruite, et vous parlez un dialecte qui est en voie de disparition. Pourquoi êtes-vous ici à nettoyer des tables pour des idiots comme lui? Il fait un geste vague vers l'endroit où se tenait Preston. Simone hésita. Combien pouvait-elle dire? Mon père est mort il y a 3 ans, dit-elle, repassant à l'anglais pour garder une distance. Il a été impliqué dans de mauvais investissements après avoir pris sa retraite du service. Il a tout perdu. La maison, la pension. Il a laissé à ma mère des dettes importantes. J'ai abandonné l'université pour aider à les payer. Fogg fit tournoyer son vin, fit tournoyer ses dettes. L'argent est une page ou une clé, selon qui la détient. Il la regarda intensément. Mes partenaires commerciaux, ils m'envoient des traducteurs, des diplômés d'Oxford, des hommes en costume coûteux qui ont appris le russe à l'université. Ils connaissent les mots, mais ils ne connaissent pas la musique. Ils ne savent pas quand je plaisante et quand je menace de les tuer. C'est épuisant. Il prit d'une gorgée. J'ai une réunion demain, une négociation très importante. Elle implique des droits fonciers dans les Balkans. Les hommes que je rencontre, ce sont des requins. Si j'utilise un traducteur standard, ils parleront en code autour de lui. Ils penseront que je ne suis qu'un touriste riche. Il se pencha plus près. Mais vous parlez le dialecte des villages où se trouvent les mines. Vous connaissez l'argot. Vous connaissez les insultes. Le cœur de Simone commença à marteler contre ses côtes. Elle voyait où cela menait. « J'ai besoin de vous demain, dit Volov. « Monsieur, j'ai un service demain midi, dit Simone automatiquement. Volov rit à nouveau. Il mit la main dans la poche de sa veste et en sortit un serre-billet. Il enleva une pile de billets de 50. Ce devait être 2000 louas et les laissa tomber sur la table comme si c'était une serviette. C'est pour votre gérant pour couvrir votre service. Et ceci, il sortit une carte de visite. Elle était noire, lourde, avec un gaufrage doré. Volov Industries. Venez à l'hôtel Mandarin Oriental demain à 9 heures. Suite 400. Portez quelque chose de professionnel. Pas ça, il désigna son tablier. Pas ce costume de servante. Monsieur Volov, je ne peux pas, dit Simone, la panique montant. Je ne suis pas traductrice. Je suis serveuse. Je ne sais rien des affaires. Je n'ai pas besoin que vous connaissiez les affaires, dit Volov, ses yeux redevenant durs. J'ai besoin que vous écoutiez. J'ai besoin que vous me disiez ce qu'ils disent quand ils pensent que je n'écoute pas. J'ai besoin d'une espionne, Simone, pas d'une traductrice. Simone fixa la carte. C'était insensé. C'était le scénario d'un film, pas sa vie. Mais ensuite, elle pensa à la pile de lettres de dernier avis sur son comptoir de cuisine. Elle pensa au visage fatigué de sa mère. « Quel est le salaire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. S'éclaircit la gorge. Fogg sourit. C'était un sourire de loup. « Si vous survivez à la réunion, dit-il, je rembourserai la dette de votre père. » Toute. Le verre glissa des doigts de Simone basculant. Mais avant qu'il ne puisse se renverser, Volkov l'attrapa. Ses réflexes étaient d'une rapidité anormale. « Prudence, murmura-t-il, ne gaspillez pas le Pétrus. » Juste à ce moment, les portes d'entrée du restaurant s'ouvrirent en grand. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Si Volkov était un lion, les hommes qui venaient d'entrer étaient des hyènes. 3 d'entre eux. Ils portaient des trench coats trop longs et des lunettes de soleil la nuit. Ils n'attendirent pas d'être assis. Ils scannèrent la pièce, leur tête bougeant à l'unisson. Fogg se raidit. Il ne se retourna pas, mais Simone vit ses phalanges blanchir autour du pied de son verre. « Ne regarde pas, lui siffla-t-il en serbe. Continue de sourire, bois ton vin. »« Qui sont-ils » murmura Simone, terrifiée. « Problème, dit Volov. Mon passé est venu à Londres plus tôt que prévu. » Un des hommes repéra Volov. Il tapota les autres. Ils commencèrent à se déplacer dans la salle à manger, bousculant un serveur portant un plateau d'huîtres. Le bruit fut assourdissant.
Preston Galloway se précipita en avant. « Messieurs, vous ne pouvez pas juste... L'intrus principal poussa simplement Preston dans une table de touristes âgés. Volkov se leva. Il boutonna sa veste. Il regarda Simone. « Changement de plan, » dit-il calmement. « L'entretien commence maintenant. Il y a une sortie arrière par la cuisine. »« Oui, » haleta Simone. « Bien. Conduisez-moi là maintenant. » Mais Simone, dit Voulov, et pour la première fois, il sembla effrayé. Non pas pour lui-même, mais pour quelque chose d'autre. Si ces hommes atteignent cette étape-là, ne serait pas le seul à être blessé. Bougez. Simone ne pensa pas. Elle agit, et elle attrapa la bouteille de Pétrus. Pourquoi? Elle ne savait pas et attrapa le bras de Volkov. « Suivez-moi, dit-elle. » Elle conduisit le magnat milliardaire loin de la table vers les portes battantes doubles de la cuisine juste au moment où les trois hommes se mirent à courir. La cuisine de Kensington Grill était un biome de violence contrôlée. De la vapeur sifflait des énormes marmites. Des flammes léchaient les plafonds des poêles à sauter, et l'air était épais de l'odeur de steak grillé et d'ail. Quand Simone fit irruption par les portes battantes, traînant un milliardaire de 1,8 par la manche de son costume à $3,000, l'écosystème s'effondra. « Service derrière !» cria Simone, revenant à sa formation. Malgré l'absurdité de la situation, Chef Ramsay, un homme dont le visage était en permanence de la couleur d'une betterave crue, leva les yeux du passe. Il tenait une paire de pinces comme une arme. « Carter, qu'est-ce que vous faites, bon sang? Vous ne pouvez pas amener des invités ici. »« Bougez, chef !» Simone ne ralentit pas. Elle naviguait sur le sol carrelé rouge et glissant avec l'agilité d'une chèvre de montagne, une compétence affûtée par 3 ans à esquiver les poêles chaudes et les sous-chefs en colère. Victor Vulov était moins gracieux. Il glissa sur un morceau de laitue égaré, ses lourds mocassins italiens ne trouvant aucune adhérence. Simone le tira à la verticale juste au moment où un sous-chef balançait un plateau d'huile chaude vers la station de lavage. « Désolé !» cria Simone. Derrière eux, les doubles portes s'ouvrirent à nouveau en claquant. Les 3 hommes en trench coats se répandirent dans la cuisine. Ils ne crièrent pas service. Un des intrus, un homme avec une cicatrice traversant son sourcil, tendit la main vers son manteau. Il ne cherchait pas un portefeuille. « Armes !» rugit Voulov, poussant Simone derrière une table de préparation en acier inoxydable. Le personnel de cuisine se figea. La vue d'une arme à feu dans une cuisine de luxe londonienne était si étrangère que pendant une seconde personne ne bougea. Puis l'intrus tira un coup de semonce au plafond. Du plâtre tomba dans les éviers. Le pandémonium éclata. Les chefs plongèrent sous les comptoirs. Le plongeur, un homme massif nommé Tiny, laissa tomber un égouttoir d'assiettes. La sortie arrière. Simone siffla, attrapant à nouveau la main de Voulov. Par le garde-manger sec. Ils se bousculèrent à 4 pattes devant les cuisinières de ligne, l'odeur de la peur se mêlant maintenant à l'huile de truffe. Simone connaissait cette cuisine mieux que son propre appartement. Elle savait que derrière la chambre froide, il y avait un couloir étroit utilisé pour l'élimination des déchets qui menaient à l'allée. Là, elle désigna une lourde porte grise marquée « Sortie de secours uniquement ». L'alarme retentira. « Donnez-lui un coup de pied », ordonna Falk. Simone n'hésita pas. Elle jeta son épaule contre la barre. L'alarme hurla. Une sirène perçante et rythmée qui ajouta au chaos. La porte s'ouvrit en grand et la froide pluie de Londres leur gifla le visage. Ils tombèrent dans l'allée. Il faisait sombre, sentant le carton mouillé et les ordures. La porte se referma derrière eux, étouffant les cris de la cuisine. Mais Simone savait que l'homme armé ne serait pas loin derrière. « Ma voiture » haleta Voulov, essuyant la pluie de ses yeux. « Elle est garée dans la rue au coin. »« Pas le temps, » dit Simone, regardant la disposition de l'allée. « Ils s'attendront à ce que vous alliez dans la rue. Ils nous couperont à l'entrée de l'allée. »« Alors où ?» Volkov la regarda et pour la première fois, il ne regardait pas une serveuse. Il regardait une partenaire.
Simone désigna une échelle d'incendie suspendue à 3 mètres au-dessus d'eux, attachée à l'arrière du bâtiment voisin, un vieux théâtre. En haut, nous traversons le toit. Cela descend dans le marché du bloc suivant. Volkov regarda son costume sur mesure, puis l'échelle rouillée et sale. Je vaux 12 milliards de dollars. Je ne grimpe pas aux échelles d'incendie. La porte arrière du restaurant s'ouvrit en grand. L'homme avec la cicatrice sortit, le silencieux de son pistolet brillant à la lumière du réverbère. Voulov attrapa le barreau inférieur de l'échelle, le tira vers le bas avec un gémissement de métal et fit un geste frénétique. « Mesdames, d'abord, non! » Simone grimpa. La bouteille de Petrus 1782 toujours miraculeusement serrée dans sa main gauche. Elle la glissa dans la ceinture de son tablier et grimpa. Falk suivit, étonnamment agile pour un homme de sa taille. Un bruit étouffé résonna. Un coup de feu silencieux. Une étincelle jaillit de la balustrade en fer à quelques centimètres de la main de Voulov. « Plus vite !» cria Simone. Ils atteignirent le toit juste au moment où 2 autres coupes de feu claquèrent sur le métal. Ils roulèrent sur le toit en carton bitumé du théâtre, hors de la ligne de tir. Voulov était allongé sur le dos, respirant lourdement, la pluie trempant sa chemise blanche. Il regarda Simone. Elle était couverte de suie. Ses cheveux étaient collés à son visage, et elle gardait farouchement une bouteille de vin. Il se remit à rire. C'était un son maniaque, alimenté par l'adrénaline. Toi, il la désigna. Tu as gardé le vin. Simone regarda la bouteille. Vous l'avez payée. Cela semblait un gaspillage de la laisser. Volkov s'assit, ignorant la ruine de son costume. Simon Carter, vous êtes soit la femme la plus courageuse de Londres, soit la plus insensée. Probablement la plus insensée, admit-elle, frissonnant alors que l'adrénaline commençait à s'estomper. Je viens de perdre mon emploi. Preston va me tuer si ces hommes ne le font pas. Preston est un cafard, le rejeta Voulov d'un geste de la main. Il sortit un téléphone étanche et élégant et composa un numéro. Bruno, côté sud du théâtre Glimmer. 2 minutes, emmenez l'équipe d'extraction. Il raccrocha et regarda Simone. Ses yeux étaient mortellement sérieux maintenant. Vous n'avez pas juste perdu un emploi, Simone. Vous avez sauvé ma vie. Ces hommes, ce ne sont pas des voleurs ordinaires. Ce sont des mercenaires engagés par le consortium, mes concurrents. Il rampa plus près d'elle sur le toit mouillé. Ce soir était un message. Ils veulent que je panique. Ils veulent que j'annule la réunion de demain, afin que je perde les droits fonciers. Il marqua une pause. Mais ils ont fait une erreur. Ils m'ont mis en colère. Et ils m'ont présenté à vous. Simone serra ses genoux. Je ne veux pas être impliqué dans cela, monsieur. Falk, je suis juste une fille qui essaye de payer une dette. Et demain, dit Voulov, sa voix tombant dans ce registre bas et hypnotique, vous la paierez entièrement, mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous ce soir. Ils ont vu votre visage. Ils savent que vous m'avez aidé. Si vous retournez à votre appartement à Hackney, ils vous attendront. Le sang de Simone se glaça. Ma mère, elle est dans une maison de retraite. S'éclaircit la gorge. Vont-ils? Non, ils me veulent. Vous n'êtes qu'une extrémité lâche. Mais les extrémités lâches sont coupées. Il se leva et lui tendit la main. Vous êtes avec moi maintenant. Jusqu'à ce que cela soit fini, je protège ce qui est à moi. Simone regarda sa main. Elle était grande, cicatrisée et ferme. Elle avait un choix. Redescendre par l'échelle d'incendie vers une vie de dette et de danger, ou prendre la main du diable qu'elle ne connaissait pas. Elle prit sa main. La maison sûre n'était pas une maison. C'était tout l'étage supérieur du Mandarin oriental, loué pour la semaine sous le nom d'une société écran, après un trajet silencieux et terrifiant dans un SUV blindé, conduit par un homme nommé Bruno, qui semblait sculpté dans le granit et ne parlait pas un mot. Simone se retrouva debout dans une salle de bain plus grande que tout son appartement. « Prenez une douche », lui avait ordonné Volkov, lui fourrant d'une robe de chambre blanche moelleuse dans les bras. « Brûlez les vêtements que vous portez. Bruno vous apportera quelque chose de convenable. »
Simone resta sous l'eau chaude pendant 20 minutes, essayant d'éliminer l'odeur de la cuisine et de l'allée. L'eau devint grise à ses pieds. Elle se frotta la peau jusqu'à ce qu'elle soit rose, essayant de digérer les 2 dernières heures. Coupe de feu, 3 milliardaires. Elle sortit et s'enveloppa dans la robe de chambre. Sur le comptoir de marbre, un nouvel ensemble de vêtements était apparu. Ce n'était pas un uniforme de serveuse. C'était un élégant costume de travail bleu marine, une chemisière en soie crème et une paire de talons qui ressemblaient à des armes. À côté d'eux se trouvait une petite boîte en velours. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple paire de boucles d'oreilles en diamant et un smartphone crypté lourd. Il y avait une note pour la partie. V. Simone s'habilla. Le costume lui allait parfaitement. Trop parfaitement. Il était taillé sur mesure. Comment avait-il connu sa taille? La réalisation la fit frissonner. Falk était un homme qui remarquait tout. Elle sortit dans la suite principale. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Hyde Park, sombre et serein. Falk se tenait près de la cheminée, tenant 2 verres. Il avait également changé pour un costume anthracite frais, ayant l'air de n'avoir pas rampé sur un toit. Sur la table, entre eux se trouvait la bouteille de Petrus 1982. Il l'avait décantée. « Vous ressemblez à une tueuse, » dit Volkov, se tournant vers elle. « Excellent. Je me sens comme une imposture, » dit Simone, s'approchant. Les talons claquèrent sur le parquet. « Monsieur Voulov, à propos de demain, Victor, » la corrigea-t-il. « Si vous m'appelez Monsieur Voulov, demain ils sauront que vous êtes une subordonnée. Vous devez agir comme une égale. Vous êtes ma consultante, mon auditrice externe. » Il lui tendait un verre de vin. « Asseyez-vous. Nous avons du travail à faire. » Simone s'assit. « Vous avez dit que vous aviez besoin d'une espionne. Qu'est-ce que j'écoute exactement? » Victor s'assit en face d'elle, son visage illuminé par la lumière du feu. « Les hommes que nous rencontrons sont dirigés par un homme nommé Donovan. Il représente une société d'investissement britannique, mais l'argent n'est pas britannique. Il vient des mêmes montagnes que ma famille. » Il prit une gorgée de vin. « Ils affirment vouloir construire un barrage hydroélectrique sur mes terres. Ils disent que c'est pour l'énergie verte, pour le peuple, ricana-t-il. Mais le contrat qu'ils m'ont envoyé, la traduction serbe contient des erreurs délibérées. »« Quel genre d'erreurs? » demanda Simone. Sa curiosité linguistique fut piquée. Des subtils, un changement de temps, une préposition manquante. En anglais, le contrat dit « Je conserve les droits miniers ». Dans la version serbe, la clause est ambiguë. Elle implique que la terre est vendue entière et complète sous la terre. Les yeux de Simone s'écarquillèrent. Lithium. Victor sourit. Un sourire franc et vif, fille intelligente. Oui, cette vallée se trouve sur le plus grand gisement de lithium d'Europe. Des milliards de dollars pour des batteries. Ils veulent me le voler en me piégeant à signer un document où les 2 langues se contredisent. Devant un tribunal international, ils soutiendront que la langue locale a préséance. Et vous voulez que je les surprenne à le faire, réalisa Simone. Je veux que vous attendiez, corrigea Victor. Ils apporteront leur propre traductrice, une femme nommée Elena. Elle est muette, mais elle est corrompue. Elle traduira leurs mensonges anglais et mensonges serbes. Je veux que vous restiez assise, que vous soyez jolie et que vous ne disiez rien. Ne dites rien jusqu'à la fin, dit Victor. Quand ils penseront avoir gagné, quand ils commenceront à se parler dans le dialecte local, le dialecte des mineurs, qu'Elena pense que j'ai oublié et qu'il pense que vous ne connaissez pas, c'est là que vous entendrez la vérité. Il fit glisser un dossier sur la table. « Ouvre-le. »« Non. » Simone ouvrit le dossier marron. La première page était une photo d'un homme. Elle haleta, laissant tomber son verre de vin sur la table. Heureusement, il était vide. La photo était celle de son père, Arthur Carter. « Vous le connaissiez, murmura-t-elle. »« Je ne le connaissais pas seulement, » dit Victor doucement. Arthur était le seul homme honnête à Belgrade en 1999. Il travaillait pour l'ambassade britannique.
Oui, mais il a aidé ma famille à sortir de la zone de guerre. Il a sauvé ma sœur. Simone sentit des larmes lui monter aux yeux. Il ne m'a jamais dit cela. Il ne l'aurait pas fait. C'était un homme humble et un terrible joueur. Le visage de Victor se durcit. La dette qu'il devait, la dette qui l'a tué, s'éclaircit la gorge. Il n'a pas perdu cet argent au casino. Simone. Simone se leva, ses mains tremblantes. De quoi parlez-vous? Le rapport de police disait que le rapport de police avait été acheté. Victor l'interrompit. Votre père a découvert les résultats du sondage sur le lithium il y a 5 ans. Il a essayé d'avertir les propriétaires fonciers locaux. Le syndicat, les gens de Donovan. Ils l'ont piégé. Ils ont fabriqué la dette pour le faire taire. Ils l'ont conduit à sa tombe. La pièce tourbillonna. Toutes ces années de honte à voir son père dépérir sous le poids des dettes de jeu. Tous les services supplémentaires qu'elle avait faits pour rembourser des criminels. Tout cela était un mensonge. C'était une dissimulation. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Demanda-t-elle, sa voix se brisant. Victor se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Parce que demain, ce n'est pas juste des affaires, dit-il, son reflet la regardant dans la vitre. Demain, c'est la vengeance. Je vais détruire Donovan. Je vais ruiner sa firme et exposer la fraude. Il se tourna vers elle. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de ses mots. J'ai besoin de sa confession. Et il ne la donnera que lorsqu'il se croira en sécurité. Parlant l'argot du caniveau à ses partenaires. Victor s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. La chaleur de ses paumes irradia à travers la soie de son chemisier. Ils ont tué votre père, Simone. Ils ont essayé de me tuer ce soir. Aidez-moi à les brûler. Simone regarda ses yeux bleus glacés. Elle y vit la rage, mais elle y vit aussi la douleur. Et dans son propre cœur, la peur s'évaporait, remplacée par un nœud froid et dur de colère. Elle pensa à Preston Galloway la traitant comme de la merde. Elle pensa aux lettres de dernier avis. Elle pensa à son père pleurant à la table de la cuisine, s'excusant d'être un échec. Elle n'était plus serveuse. Simone leva la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Son expression correspondait à celle de Victor. Froide, déterminée, létale. « Quelle heure est la réunion? » demanda-t-elle. Victor sourit. 9 heures. Dormez, Simone. Demain, nous partons en guerre. La salle de conférence de la suite 400 était un théâtre de guerre déguisé en sanctuaire de luxe. Les murs étaient lambrissés d'acajou. La moquette était assez épaisse pour étouffer les pas, et la vue de Londres était obscurcie par de lourds rideaux de velours, gardant l'attention entièrement sur la massive table en verre au centre. Victor était assis au bout de la table, flanqué de Simone à sa droite et de son garde du corps silencieux, Bruno, debout près de la porte. De l'autre côté était assis l'ennemi. Robert Donovan était un homme qui semblait avoir été fabriqué dans un conseil d'administration. Son costume était gris requin, ses dents étaient d'un blanc éclatant et ses yeux étaient morts. Il ne ressemblait pas à un voyou. Il ressemblait à un gestionnaire de fonds spéculatifs, ce qui était infiniment plus dangereux. À sa gauche était assise Helena. Elle était frappante avec des cheveux noirs sévères et du rouge à lèvres, serrant une tablette comme si c'était un bouclier. C'était la traductrice que Donovan avait amenée, l'experte qui était censée combler le fossé. « Monsieur Voulov », commença Donovan, sa voix douce et onctueuse. « C'est un plaisir de enfin rencontrer l'homme derrière la légende. Nous avons été surpris d'apprendre l'incident au restaurant la nuit dernière. Londres peut être imprévisible. » Victor ne sourit pas. Il se pencha en arrière dans sa chaise, jouant avec un lourd stylo plume en or. Il avait l'air ennuyé. Il ressemblait à l'oligarque arrogant et impatient qu'il s'attendait à ce qu'il soit. « Londres est un zoo, » grogna Victor. « Sautons les amabilités, Donovan. J'ai un avion à prendre à 14 îles. Je veux que ce soit fait. » Donovan échangea un regard rapide et satisfait avec Helena. L'impatience dirent ses yeux. « Bien. Bien sûr, dit Donovan comme convenu.
Nous avons préparé les contrats finaux pour l'acquisition des terres dans la vallée de la Dina. Les termes sont exactement tels que discutés. Nous construisons le barrage. Vous conservez les droits de surface et les droits miniers, et nous vous versons une prime pour la perturbation. Il fit glisser 2 épais classeurs sur la table. L'un était relié en bleu, anglais, l'autre en rouge, serbe. Elena nous expliquera les détails, dit Donovan. Elena s'éclaircit la gorge. Elle ouvrit le classeur rouge. Elle commença à lire le contrat à voix haute en serbe, ostensiblement pour le bénéfice de Victor. Simone resta parfaitement immobile. Elle avait un bloc-notes devant elle et elle faisait des gribouillis aléatoires de fleurs, ayant l'air pour tout le monde d'une assistante ennuyée qui ne comprenait pas un mot de la langue gutturale remplissant la pièce. Mais à l'intérieur, son esprit s'emballait. Elena lisait la clause 14, section B. Le vendeur conserve tous les droits sur les ressources souterraines, y compris, mais sans s'y limiter, le pétrole, le gaz et les métaux précieux. Cela semblait parfait. Cela correspondait à la version anglaise. Mais ensuite, les yeux d'Elena se posèrent sur le paragraphe suivant. Elle accéléra légèrement, sa voix s'aplatissant. Cependant, lut Elena en serbe, si l'instabilité géologique nécessite un renforcement structurel, l'acheteur assume le contrôle total de la strate géologique jusqu'à une profondeur de 5 km. Le stylo de Simone s'arrêta de bouger. Cette clause n'était pas dans la version anglaise. Elle avait lu le classeur bleu il y a 10 minutes. Dans la version anglaise, il était dit que l'acheteur consulterait le vendeur au sujet des renforts, contrôle total de la strate géologique. C'était le lithium. Il volait les droits sous le couvert de la sécurité structurelle. Simone regarda Victor. Il acquiesçait, feignant l'ignorance. « Y a-t-il un problème? » demanda Donovan, remarquant les poses de Simone. Victor regarda Simone. « Y a-t-il, mademoiselle Carter? Vous vérifiez les chiffres. » Simone leva les yeux, forçant un sourire fade et poli. « Oh non, monsieur, j'admirais juste la police de caractère. C'est très professionnel. » Donovan sourit d'un air suffisant. Il la rejeta clairement comme une non-entité. « Ravi que vous approuviez. Devons-nous continuer? » La réunion traîna pendant 1 heure. La tromperie était stratifiée, complexe et effrontée. Elena lirait un paragraphe qui semblait standard, mais les légalisations serbes contenaient des échappatoires assez larges pour y faire passer un camion minier. Ils prévoyaient d'expulser les villages locaux, de saisir les droits d'eau et d'exploiter la vallée à ciel ouvert, tout cela pendant que Victor serait légalement paralysé pour les arrêter. Chaque fois qu'Elena mentait, Simone dessinait un petit X dans le coin de son bloc-notes. À la fin de l'heure, il y avait 12 X. « Eh bien, » dit Donovan, joignant ses mains, « je pense que cela couvre tout. Le prix est généreux, Monsieur Volkov. 100 millions d'euros pour un morceau de terre rocheuse qui, franchement, ne vaut pas la moitié de cela. » Victor soupira lourdement. Il se frotta les tempes. « C'est beaucoup de papier, » se plaignit Victor. « Ma tête me fait mal. Je veux juste signer. » « Bien sûr, » dit Donovan, décapsulant un stylo et le poussant vers Victor. « Juste sur la ligne pointillée et le virement bancaire sera initié immédiatement. » Victor prit le stylo. Il le tint au-dessus du papier. « Attendez, » dit Victor. La pièce devint silencieuse et mortelle. Le sourire de Donovan vacilla. « J'ai soif, » dit Victor d'un ton maussade. « Simone, versez-moi de l'eau. » Simone se leva. Elle se dirigea vers le buffet. Son dos était tourné vers la table. Pendant que la carafe d'eau cliquetait, Donovan se pencha vers Elena. Il parla, mais il ne parla pas anglais et il ne parla pas serbe standard. Il passa à un dialecte local rugueux. L'argot des passeurs et des fonctionnaires corrompus de la région frontalière. C'était la langue qu'il pensait sûre, la langue de la saleté. Donovan marmonna. Ce paysan est sur le point de signer son propre arrêt de mort. Elena gloussa doucement. Il pense qu'il est un roi, mais il vend la couronne pour des centimes. Vache, honnête Carter. Donovan murmura, sa voix baissant encore plus bas.
Vera Drymo to Boudalu. J'espère juste qu'il ne finira pas comme ce type de Carter. Il nous a fallu trop de temps pour réparer cet idiot. Simone se figea. La carafe d'eau planait au-dessus du verre. Carter, il venait de se confesser là, au grand jour. Ils croyaient leur code incassable. Ils croyaient que Simone n'était qu'une serveuse en costume et que Victor n'était qu'un milliardaire déconnecté qui avait oublié les rues. Simone se retourna. Elle retourna à la table. Elle plaça le verre d'eau devant Victor. Elle ne s'assit pas. Elle plaça sa main sur l'épaule de Victor. C'était le signal. « Monsieur », dit Simone, une voix claire et résonnante dans la pièce silencieuse. « Avant de signer, je crois qu'il y a une erreur de traduction dans la clause 14. » Donovan rit. C'était un son dur et dédaigneux. « Excusez-moi, la jeune femme est maintenant une experte juridique. » « Non, dit Simone, ses yeux fixés sur ceux de Donovan, mais je suis une experte en saleté. Elle prit le classeur rouge, le contrat serbe. « Elena, dit Simone regardant la traductrice, vous avez traduit renforcement structurel par contrôle géologique total. C'est une interprétation très créative du mot piakan. » Le visage d'Elena se vida de ses couleurs, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Donovan se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Qu'est-ce que cela signifie, Victor? »« Contrôlez votre personnel. » Victor ne regarda pas Donovan. Il regarda Simone. « Continuez, Simone. » Simone fit le tour de la table. Elle bougeait avec la grâce d'un prédateur. Maintenant, l'acte d'assistante nerveuse avait complètement disparu. Elle s'arrêta derrière la chaise de Donovan. « Et tout à l'heure, dit Simone, passant sans effort à l'anglais, Monsieur Donovan a exprimé sa préoccupation que Monsieur Voulov ne finisse comme ce type de Carter. » Elle se pencha, murmurant à l'oreille de Donovan. « Voulez-vous dire Arthur Carter? » Donovan se raidit comme s'il avait été électrocuté. Il regarda Victor, puis Simone, ses yeux grands ouverts d'une réalisation terrifiante qui naissait. « Qui êtes-vous? » haleta Donovan. Simone changea de langue. Elle ne parla pas le serbe poli de la capitale. Elle parla le dialecte crasseux exact que Donovan venait d'utiliser, la langue des montagnes. « Jasam Cherka, Budal Ju Ubio » grogna-t-elle. « Je suis la fille de l'idiot que vous avez tué. » La pièce explosa dans le chaos. Donovan tendit la main vers sa veste, peut-être pour un téléphone, peut-être pour une arme. Mais Bruno fut là instantanément. Le garde du corps bougea comme un éclair, épinglant la main de Donovan à la table d'une patte massive. « Asseyez-vous » grogna Bruno. Victor se leva lentement. Il n'avait plus l'air ennuyé. Il ressemblait à un titan. S'éclaircit la gorge. « Vous pensiez que j'étais stupide, » dit Victor, sa voix basse et tremblante de rage. « Vous pensiez que parce que je porte des costumes italiens et que je vis à Londres, j'ai oublié le son d'un serpent. » Il prit le classeur rouge et le jeta. Il frappa Donovan à la poitrine, les papiers s'éparpillant partout. « Ce contrat, » rugit Victor, « est une fraude, tentative de grand vol, et grâce à cet enregistrement. » Victor tapota le stylo plume en or avec lequel il avait joué. Il dévissa le capuchon pour révéler une petite lumière rouge clignotante. « J'ai votre voix, Donovan. Je vous ai admettant la falsification du contrat. Et je vous ai admettant le meurtre d'Arthur Carter. » Donovan transpirait abondamment maintenant. Le costume gris requin ressemblant soudain à un uniforme de prison. « Vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est irrecevable. Entraînement dans un tribunal, peut-être. » Victor sourit cruellement. « Mais je n'envoie pas ça à la police d'abord. Je l'envoie au consortium, à vos investisseurs. » Les yeux de Donovan exorbitèrent. « Non, vous ne pouvez pas. Ils me tueront. Ils détestent l'échec, n'est-ce pas? » Victor médita. « Et vous avez échoué de façon spectaculaire. Vous avez laissé une serveuse vous déjouer. » Victor se tourna vers Elena. La traductrice tremblait, des larmes coulaient sur son visage. « Sortez, » dit Victor doucement. « Courez avant que je ne change d'avis
et que je ne vous donne à la police. Elena se précipita, attrapa son sac à main et s'enfuit de la pièce sans regarder en arrière. Victor reporta son attention sur Donovan. « Simone, dit Victor, quel est le prix de la dette que votre père était censé devoir? » « 200 000, dit Simone, sa voix ferme, bien que son cœur batte la chamade. « Donovan, dit Victor, vous transférerez 5 millions sur le compte de Mademoiselle Carter immédiatement comme honoraire de consultation. »« 5 millions, balbutia Donovan. Je n'ai pas ce genre de liquidité. Alors vendez votre voiture. Vendez votre maison. Vendez votre âme, dit Victor, se penchant sur la table jusqu'à ce qu'il soit nez à nez avec le cadre terrifié. Parce que si cet argent n'est pas sur son compte dans 10 minutes, je télécharge ce fichier audio sur Internet et ensuite j'appelle mes amis à Belgrade. Donovan tâtonna pour son téléphone avec des mains tremblantes. Il ouvrit son application bancaire. Il tapota furieusement. Le téléphone de Simone vibra dans sa poche. Elle le sortit. Virement reçu. 5 millions. Elle regarda Victor et hocha la tête. « Bien, dit Victor. Maintenant, hors de ma vue. Si jamais je vous revois à Londres ou à Belgrade ou n'importe où sur cette terre, la police sera le moindre de vos problèmes. » Bruno relâcha la main de Donovan. Donovan trébucha en arrière, serrant son poignet, et s'enfuit de la pièce, un homme brisé. La porte claqua. Le silence revint à la suite 400. Victor expira une longue respiration frissonnante. Il s'affaissa dans sa chaise. « Nous l'avons fait, » murmura-t-il. Simone resta là, serrant son téléphone. L'argent était réel. La confession était réelle. Le poids qui avait écrasé sa famille pendant 3 ans avait disparu en un instant. Elle regarda Victor. Il n'était plus l'oligarque terrifiant. Il était juste un homme qui l'avait aidé à trouver justice. « Merci », dit-elle, sa voix se brisant. Victor leva les yeux. Il sourit. Et cette fois, cela atteignit ses yeux. « Non, Simone, merci à vous. Vous étiez parfaite, mais l'histoire n'était pas terminée. » Alors qu'ils se tenaient là, au moment de la victoire, les lourdes portes en chaîne de la suite ne s'ouvrirent pas seulement. Elles furent soufflées de leurs gonds. L'explosion n'était pas une bombe, c'était une charge d'effraction. Les lourdes portes en chaîne volèrent en éclats vers l'intérieur, remplissant la suite de luxe d'un nuage de poussière blanche et de l'odeur âcre de la cordite. Victor n'hésita pas. Il plaqua Simone, la faisant tomber au sol derrière la lourde table de conférence en acajou. Juste au moment où des tirs automatiques déchiquetaient les rideaux de velours où il s'était tenu quelques secondes auparavant. « Restez à terre !» rugit Victor, sa voix à peine audible par-dessus le sifflement dans les oreilles de Simone. Bruno, le géant silencieux, était déjà en mouvement. Il retourna un lourd canapé sur le côté pour créer une barricade, ripostant avec un pistolet qu'il avait tiré d'un étui sous sa veste. « Le consortium » siffla Victor, vérifiant le chargeur d'une arme de secours qu'il avait tiré de son étui de cheville. Il savait que Donovan échouerait. C'est le plan B. Simone pressa sa joue contre le tapis épais. Des éclats de verre des fenêtres brisées pleuvaient sur eux. Elle n'était pas une soldate. Elle était une serveuse qui savait équilibrer 5 assiettes sur un bras, pas comment d'esquiver des balles. Mais alors qu'elle regardait Victor, du sang coulant d'une coupure sur son front, les yeux scannant de la pièce avec une précision calme et terrifiante, elle réalisa que la panique était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « La chambre » ordonna Victor. « Elle a une porte renforcée. Nous bougeons à mon signal. »« Et Bruno ?» cria Simone alors que les balles déchiquetaient le bois de la table au-dessus de leur tête. « Bruno fait son travail. Nous faisons le nôtre. Bougez. » Ils se précipitèrent sur le sol, restant bas. L'air était épais de fumée. Simone toussa, ses yeux piquants. Ils atteignirent la chambre principale. Victor la poussa à l'intérieur et claqua la lourde porte, verrouillant les peines dormants juste au moment où une rafale de balles martelait de l'autre côté. La pièce était silencieuse comparée au chaos extérieur. Victor s'appuya contre la porte, respirant difficilement.
Il regarda Simone. Son costume coûteux était déchiré, ses genoux saignaient, et elle serrait le téléphone crypté comme une bouée de sauvetage. « Allons-nous mourir ?» demanda-t-elle. Sa voix était petite mais ferme. Victor s'approcha d'elle. Il lui prit le visage dans ses mains. « Non, je ne meurs pas dans les hôtels, et vous non plus. » Il se dirigea vers la table de chevet et composa un code sur un panneau caché derrière un tableau. Une section du mur s'ouvrit pour révéler une pièce de panique, ou plutôt une cache d'armes. « Donovan pensait que je venais à Londres pour négocier, » dit Victor, sortant d'une lourde radio tactique. « Je suis venu à Londres pour chasser. » Il appuya sur le micro. « Alpha 1 à l'équipe Fantôme. Le piège est tendu. Exécuté. » De l'extérieur de la fenêtre du 40e étage, Simone entendit un nouveau son. Le bruit rythmique thop-top swoop des rotors. Un hélicoptère noir apparut, planant de manière menaçante devant le verre brisé, mais il ne leur tirait pas dessus. Des cordes de rappel tombèrent. Des hommes en équipement tactique noir brisèrent les fenêtres restantes de la suite principale, se balançant dans la pièce derrière les mercenaires. Les tirs changèrent. Les attaquants c'étaient maintenant les défenseurs. Victor vérifia sa montre. 3 minutes. Mon équipe de sécurité est meilleure que la leur. Il s'assit sur le bord du lit, l'adrénaline commençant à s'estomper, laissant une lourde épuisement. Il regarda Simone. La regarda vraiment. « Vous m'avez sauvé 2 fois, dit-il doucement. Une fois avec le vin, une fois avec le contrat. Pourquoi? » Simone s'assit à côté de lui. « Parce que vous m'avez écouté. Personne n'écoute le personnel, Victor. Pour la plupart des gens, nous ne sommes que des meubles. Vous m'avez vu. » Victor lui prit la main. Son pouce traça les callosités sur sa paume, marque de travail acharné, de nettoyage de sol et de transport de plateau. « Je vous vois, murmura-t-il, et je vois que vous êtes gâché à porter des assiettes. » Les tirs à l'extérieur cessèrent. Un lourd silence tomba, puis on frappa à la porte de la chambre. « Monsieur, il est clair que les menaces sont neutralisées. » Victor se leva. Il redressa sa cravate, bien qu'elle fût coupée en 2. Il tendit sa main à Simone. « Allons-nous voir les dégâts? » 1 an plus tard, le Kensington Grill était entièrement réservé comme toujours. Le cliquetis des couverts et le murmure des conversations remplissaient l'air. Preston Galloway, le gérant, transpirait. Il transpirait toujours. Mais aujourd'hui, c'était pire. Il était terrifié car la nouvelle propriétaire venait pour une inspection. La rumeur disait que la nouvelle propriétaire était une femme impitoyable et exigeante qui connaissait tous les trucs du métier car elle en avait écrit la moitié. Les portes d'entrée s'ouvrirent. Preston se précipita en avant, un faux sourire plaqué sur son visage. « Bienvenue, madame. Nous avons la meilleure table réservée. » Il s'arrêta. Sa mâchoire tomba. La femme qui entrait ne portait pas de tablier. Elle portait un manteau en cachemire de couleur crème sur une robe de créateur. Ses cheveux étaient naches, brillants et riches. Elle ressemblait à une star de cinéma, mais Preston connaissait ses yeux. « Carter », allaita-t-il. « Simone. » Simone sourit. C'était un sourire froid et professionnel. « Bonjour, Preston. » Derrière elle marchait Victor Vouloff. Il semblait détendu, heureux. Il avait sa main sur le bas de son dos. « En fait, » dit Victor, sa voix résonnant dans le restaurant silencieux, « c'est Madame Vouloff et elle n'est pas ici pour une table. » Simone s'avança. Elle passa un doigt le long de la poussière sur le support à matraque. Elle regarda le personnel terrifié, ses anciens amis, qui la regardaient avec admiration. « J'ai acheté le bâtiment, Preston, » dit calmement Simone. Victor s'est occupé des négociations, mais le restaurant, c'est le mien. Preston sembla sur le point de s'évanouir. « Le vôtre? » « Oui, » dit Simone. « Et nous allons apporter des changements, en commençant par la direction. » Elle se pencha près de Preston. « Vous êtes viré, » murmura-t-elle. « Sortez. » Preston balbutia, regarda Victor, qui se contenta de croiser les bras et de sourire, puis s'enfuit du restaurant,
sa dignité en lambeaux. Simone se tourna vers le personnel, vers Thomas, vers Tiny le plongeur qui avait jeté un coup d'œil depuis la cuisine, vers les nouveaux serveurs terrifiés. Tout le monde, annonça Simone, sa voix chaleureuse et autoritaire. Vous venez tous d'obtenir une augmentation de 20% et personne n'a le droit de crier dans ma cuisine. Des acclamations éclatèrent. De vraies acclamations. Thomas pleurait. Victor se pencha et embrassa Simone sur la joue. Vous êtes dangereuse quand vous êtes aux commandes, murmura-t-il. J'ai eu un bon professeur, répondit Simone, levant les yeux vers lui. Alors, demanda Victor, qu'y a-t-il au menu ce soir, patron? Simone regarda la table de coin, table 1, où tout avait commencé. Ce soir, dit-elle, nous avons le Pétrus 1982, et nous allons le boire lentement. Ils traversèrent la salle à manger, non pas en tant qu'invités et serveurs, mais en tant que partenaires. La serveuse, qui avait changé de langue, n'avait pas seulement servi le magna. Elle l'avait sauvé. Et en retour, il lui avait donné la seule chose qu'elle avait toujours méritée, mais n'avait jamais eu, le pouvoir de servir son propre destin. Cette histoire nous rappelle que l'intelligence et la valeur sont souvent cachées dans les endroits où nous nous y attendons le moins. Simone était invisible au monde, une servante, jusqu'à ce qu'elle révèle sa véritable personnalité. Combien d'entre nous cachent leur vrai talent parce que nous avons peur de parler? Combien d'opportunités avons-nous manquées parce que nous avons jugé quelqu'un par son uniforme au lieu de son esprit? Victor Volulov a appris que l'actif le plus précieux dans la pièce n'était pas le contrat ou l'argent. C'était la personne qui lui disait la vérité. Si vous avez apprécié le voyage de Simone, de l'arrière de la cuisine à la tête de la table, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire de karma, de justice et des rebondissements du destin. Qu'auriez-vous fait à la place de Simone? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.